Révision du bac de physique-chimie 2023, jour numéro 3, baccalauréat centre étranger 2022, gonflement de la pâte et production de dioxyde de carbone. Ce sujet va traiter de la réaction chimique, de la vitesse volumique de disparition, de la cinétique, de la loi de vitesse d'ordre 1, du pH, du quotient de réaction, des constantes d'équilibre et de la constante d'acidité. La pizza napolitaine se présente comme un aliment de forme arrondie cuit au four, au diamètre variable qui ne doit pas dépasser 35 cm, au bord surélevé et dont la partie centrale est garnie. La partie centrale a une épaisseur de 0,4 cm, avec une tolérance admise de plus ou moins 10%, et le bord de 1 à 2 cm. La pizza dans son ensemble est tendre, élastique, facilement pliable en 4. Pour réussir une bonne pizza napolitaine, le repos de la pâte s'avère crucial. Lors de ce repos, la pâte gonfle, elle s'aère et les arômes se développent. Les ingrédients de base d'une pâte à pizza napolitaine sont la farine, l'eau, le sel et la levure de boulanger. Cette dernière est composée de plusieurs souches de Saccharomyces cerevisiae, un champignon unicellulaire. Utilisée dans la fabrication de la pâte, la levure permet la dégradation des différents sucres présents, saccharose, glucose et maltose notamment, non seulement en dioxyde de carbone, mais aussi en de nombreux composés aromatiques, dont des aldéhydes, responsables du goût de la pâte. L'une des transformations chimiques responsables du gonflement de la pâte est la fermentation éthanolique, qui produit de l'éthanol et du dioxyde de carbone à partir de glucose. Elle est modélisée par la réaction dont l'équation est écrite à l'écran. 1 mol de glucose donne 2 mol d'éthanol et 2 mol de dioxyde de carbone. Gonflement de la pâte et production de dioxyde de carbone. Les évolutions temporelles des quantités d'éthanol, de glucose et de dioxyde de carbone lors d'un essai de fermentation à partir de 100 g de farine sont représentées à l'écran. Quantité d'éthanol en fonction du temps, quantité de glucose en fonction du temps, quantité de dioxyde de carbone en fonction du temps. Le temps ici correspond à la durée de fermentation. Vérifier qualitativement la cohérence des évolutions temporelles présentées avec la modélisation de la fermentation proposée. D'après l'équation, le glucose est un réactif, donc sa quantité diminue au cours du temps. La courbe représentant la quantité de glucose en fonction du temps est bien décroissante. Cela concorde avec le fait que le glucose est un réactif. L'éthanol est un produit de la réaction, donc sa quantité augmente au cours du temps. La courbe représentant la quantité d'éthanol au cours du temps est une courbe croissante, ce qui correspond avec le fait que l'éthanol est un produit de la réaction. Il en est de même pour le dioxyde de carbone, qui est un produit de la réaction. Sa quantité doit augmenter au cours du temps. Cela correspond à l'allure de la courbe représentant la quantité de dioxyde de carbone en fonction de la durée de fermentation. Cette courbe étant croissante, la quantité de dioxyde de carbone augmente au cours du temps. La hauteur de la pâte augmente au cours du temps. Identifier l'espèce chimique qui en est responsable. Le fait que la hauteur de la pâte augmente est dû à un gaz qui se forme, un gaz qui est un produit de la transformation. Il s'agit du dioxyde de carbone. L'espèce chimique responsable de l'augmentation de la hauteur de la pâte est le produit gazeux formé, le dioxyde de carbone. On admet pour simplifier que la réaction est étudiée dans un milieu réactionnel de volume constant 1 litre. Déterminer la valeur de la vitesse volumique moyenne d'apparition de l'éthanol sur une durée de 3 heures. Déterminer également la vitesse volumique moyenne de disparition du glucose pour une même durée.
La vitesse d'apparition de l'éthanol est égale à la quantité delta N d'éthanol formée sur la durée delta T correspondante. Pour passer à la vitesse volumique, on divise par le volume grand V. Utilisons la courbe représentant la quantité d'éthanol au cours du temps. Pour une durée delta T égale à 180 minutes, la quantité d'éthanol varie de 115 millimoles. 115 divisé par 180 divisé par 1, cela nous donne une vitesse d'apparition de l'éthanol égale à 0,64 millimoles par litre et par minute. Au cours de la transformation, la variation de la quantité de glucose delta N est négative. Donc, la quantité de glucose consommée est égale à moins delta N. La vitesse moyenne de disparition du glucose est égale à la quantité de glucose consommée moins delta N divisé par la durée delta T correspondante. Et pour passer à la vitesse volumique, on divise cette valeur par le volume grand V. Utilisons la courbe représentant la quantité du glucose en fonction du temps. Pour une durée delta T égale à 180 minutes, la quantité de glucose varie de moins 36 millimoles. La vitesse de disparition du glucose est donc égale à moins 36 divisé par 180 divisé par moins 1, ce qui nous donne une vitesse de disparition égale à 0,2 millimoles par litre par minute. Effectuer le rapport entre ces deux valeurs de vitesse et indiquer si le rapport est cohérent ou non avec la modélisation de la fermentation proposée. Considérons que la modélisation de la fermentation proposée est correcte. D'après l'équation, lorsqu'une mole de glucose est consommée, 2 moles d'éthanol sont formés. Donc la quantité de glucose consommée divisée par 1 est égale à la quantité d'éthanol formée divisée par 2. Divisons cette relation par la durée delta T, puis par le volume grand V. Nous obtenons que la vitesse de disparition du glucose est égale à la vitesse d'apparition de l'éthanol divisée par 2. Nous obtenons alors que la vitesse d'apparition de l'éthanol divisée par la vitesse de disparition du glucose est égale à 2. Or, expérimentalement, la vitesse d'apparition de l'éthanol sur la vitesse de disparition du glucose est égale à 0,64 divisé par 0,2, c'est-à-dire 3,2. Nous obtenons deux rapports différents. Le rapport expérimental n'est pas cohérent avec la modélisation de la fermentation proposée. La vitesse de disparition du glucose est-elle plus élevée ou plus faible que celle attendue? Proposez une explication à cette observation expérimentale en relation avec la composition de la pâte. Expérimentalement, nous avons obtenu que la vitesse d'apparition de l'éthanol divisée par la vitesse de disparition du glucose est égale à 3,2 et non pas égale à 2. La vitesse de disparition du glucose est donc plus faible que celle attendue. Cela s'explique par le fait que dans la pâte, il y a d'autres sucres comme le maltose et le saccharose qui sont dégradés en dioxyde de carbone. Parmi les deux modèles d'évolution temporelle de la quantité de dioxyde de carbone représentés ci-après, indiquez celui qui modélise le mieux les résultats expérimentaux. Comparons ces deux modèles à la courbe représentant la quantité de dioxyde de carbone formée en fonction du temps. Sur la courbe expérimentale, les points sont pratiquement alignés. La courbe expérimentale peut être donc modélisée par une droite. De plus, cette droite passe par l'origine. Le modèle d'évolution temporelle 2 de la quantité de dioxyde de carbone modélise le mieux les résultats expérimentaux, car les points sont à peu près alignés. Dans le cadre du modèle choisi, précisez en justifiant la réponse si la vitesse d'apparition du dioxyde de carbone a une valeur constante ou non pendant la durée de l'expérience.
La vitesse volumique d'apparition du dioxyde de carbone correspond à la pente de la tangente à la courbe représentant la quantité de dioxyde de carbone en fonction du temps, à cet instant, divisé par le volume. Or, la courbe représentant la quantité de dioxyde de carbone en fonction du temps est une droite, donc la vitesse volumique d'apparition du dioxyde de carbone a une valeur constante pendant la durée de l'expérience. La quantité de dioxyde de carbone est proportionnelle à la durée de fermentation. On peut écrire que NCO2 est égal à A fois T, où A est une constante. Calculons la dérivée de la quantité de dioxyde de carbone par rapport au temps. A étant une constante, la dérivée de A fois T est égale à petit a. Divisons cette relation par le volume grand V. Nous obtenons que la vitesse d'apparition du dioxyde de carbone est égale à A sur V, où A et V sont des constantes. Donc la vitesse volumique d'apparition du dioxyde de carbone est constante. À l'aide de la définition d'une loi de vitesse d'ordre 1, expliquez qualitativement comment varie au cours du temps la vitesse d'apparition d'une espèce chimique qui suit une loi de vitesse d'ordre 1. La vitesse de disparition d'un réactif qui suit une loi de vitesse d'ordre 1 est proportionnelle à la concentration de ce réactif. Or, la concentration du réactif diminue au cours du temps, donc la vitesse de disparition du réactif diminue au cours du temps. Il en est de même pour la vitesse d'apparition du produit. La vitesse d'apparition d'un produit qui suit une loi de vitesse d'ordre 1 diminue au cours du temps. En raisonnant sur le coefficient directeur des tangentes aux courbes, expliquez parmi les évolutions présentées à l'écran laquelle peut modéliser une loi de vitesse d'ordre 1. Nous avons vu que dans le cadre de l'évolution numéro 2, comme la courbe représentant la quantité de dioxyde de carbone en fonction du temps est une droite, la vitesse d'apparition du dioxyde de carbone au cours du temps est constante. Dans le cadre du modèle 1, la pente de la tangente à la courbe diminue au cours du temps. Or, la vitesse volumique d'apparition du dioxyde de carbone au cours du temps est proportionnelle à la pente de la tangente à la courbe. Donc, la vitesse d'apparition du dioxyde de carbone diminue au cours du temps. Cela est compatible avec la loi de vitesse d'ordre 1. En déduire si la réaction de production de dioxyde de carbone dans la pâte suit une loi de vitesse d'ordre 1. Expérimentalement, la quantité de dioxyde de carbone suit l'évolution numéro 2. Comme la quantité de dioxyde de carbone est proportionnelle au temps, la vitesse d'apparition du dioxyde de carbone est constante. Donc la réaction de production de dioxyde de carbone dans la pâte ne suit pas une loi de vitesse d'ordre 1. Acidification de la pâte et production de dioxyde de carbone. Lors de la fermentation, des mesures du pH de la pâte ont montré une acidification. Le pH évoluant d'une valeur de 6 à environ 4,8. Dans un premier temps, on peut supposer que l'acidification de la pâte est uniquement liée à la production de dioxyde de carbone. En effet, la forme solvatée du dioxyde de carbone, également appelée acide carbonique, est notée CO2,H2O, est l'acide du couple acide-base, acide carbonique, ion hydrogénocarbonate, dont le pKa a pour valeur 6,37. L'équation de la réaction modélisant la transformation chimique entre le dioxyde de carbone solvaté et l'eau peut s'écrire: 1 mol de dioxyde de carbone solvaté réagit avec 1 mol d'eau pour donner 1 mol d'ion hydrogénocarbonate et 1 mol d'ion oxonium. Donnez l'expression reliant le pH d'une solution et la concentration en ion oxonium H3O+. Puis indiquez qualitativement pourquoi la production de dioxyde de carbone au sein de la pâte peut être responsable de la baisse du pH observée. Le pH est égal à l'opposé du logarithme de la concentration des ions oxonium sur la concentration en quantité de matière standard C0. Au cours de la réaction de l'acide carbonique avec l'eau, il y a production d'ion oxonium.
la concentration des ions oxonium augmentant, logarithme de la concentration des ions oxonium sur C0 augmente puisque le logarithme décimal est une fonction croissante. Et donc, moins logarithme de la concentration des ions oxonium sur C0 diminue. Ainsi, le pH de la solution diminue. Donner à l'équilibre la relation entre le quotient de réaction et la constante d'équilibre. Écrire l'expression de la constante d'équilibre en fonction des concentrations à l'équilibre des différentes espèces chimiques. Le quotient de réaction à l'équilibre est égal à la constante d'équilibre. La constante d'équilibre de l'équation indiquée à l'écran correspond à la mise en solution d'un acide dans l'eau. Il s'agit donc de la constante d'acidité du couple acide carbonique ion hydrogénocarbonate. La constante d'acidité est donc égale à la concentration des ions hydrogénocarbonate à l'équilibre sur C0 multiplié par la concentration des ions oxonium à l'équilibre sur C0 divisé par la concentration de l'acide carbonique à l'équilibre sur C0. Simplifions par C0. Et nous obtenons l'expression de la constante d'acidité du couple acide carbonique ion hydrogénocarbonate. Pour évaluer l'influence de l'acide carbonique sur la diminution du pH, on réalise une solution de volume grand V égale à 50 ml, de concentration petit c égale à 7 fois 10 puissance moins 6 mol par litre en dioxyde de carbone solvaté apporté, qui correspond à la concentration en dioxyde de carbone dans la pâte en fin de levée. La mesure du pH de cette solution donne une valeur de pH égale à 5,8. Justifier l'égalité des concentrations en ion oxonium et en ion hydrogénocarbonate à l'équilibre chimique. D'après l'équation de la mise en solution de l'acide carbonique dans l'eau, lorsqu'une mole d'acide carbonique réagit avec une mole d'eau, une mole d'ion hydrogénocarbonate se forme et une mole d'ion oxonium se forme. Donc la quantité d'ion oxonium formé à l'équilibre est égale à la quantité d'ion hydrogénocarbonate formé à l'équilibre. La quantité de matière est égale à la concentration multipliée par le volume de solution. Simplifions par le volume de solution et nous obtenons que la concentration des ions hydrogénocarbonate à l'équilibre est égale à la concentration des ions oxonium à l'équilibre. À l'aide de l'expression de la constante d'équilibre en fonction des concentrations à l'équilibre, déterminer la valeur de la concentration en dioxyde de carbone solvaté à l'équilibre, commenter. Reprenons l'expression de la constante d'acidité. Nous savons que la concentration des ions oxonium à l'équilibre est égale à la concentration des ions hydrogénocarbonate à l'équilibre. Remplaçons alors, dans l'expression de la constante d'acidité, la concentration des ions hydrogénocarbonate par celle des ions oxonium. Simplifions un peu l'écriture. Nous en déduisons que la concentration de l'acide carbonique à l'équilibre est égale à la concentration des ions oxonium à l'équilibre élevé au carré divisé par la constante d'acidité divisé par C0. Or, la concentration des ions oxonium à l'équilibre est égale à 10 puissance moins pH et la constante d'acidité est égale à 10 puissance moins pKa. Passons à l'application numérique avec le pH égal à 5,8, le pKa est égal à 6,37, la concentration de l'acide carbonique à l'équilibre est égale à 5,9 fois 10 puissance moins 6 mol par litre. Rôle de l'acide succinique produit lors de la fermentation de la pâte. Pour expliquer la baisse de pH observée, on envisage l'effet des autres acides produits lors de la fermentation, notamment l'acide succinique, dont la formule topologique est donnée à l'écran. L'acide succinique est un diacide, son pKa1 vaut 4,19, son pKa2 vaut 5,63. C'est un solide blanc. On donne sa formule brute, ainsi que sa masse molaire moléculaire. Voici les données en spectroscopie infrarouge. Représenter la formule semi-développée de l'acide succinique.
Justifiez le fait que cet acide soit qualifié de diacide. Au sommet des segments dans la formule topologique, lorsqu'il n'y a rien d'écrit, c'est qu'il y a un atome de carbone. Ici, l'acide succinique contient 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Représentons les liaisons de l'atome de carbone avec les atomes d'oxygène. Dans la formule topologique, les atomes d'hydrogène reliés aux atomes de carbone ne sont pas représentés. Pour déduire le nombre d'atomes d'hydrogène portés par chaque atome de carbone, nous utilisons le fait que la valence de l'atome de carbone vaut 4. Il doit donc former 4 liaisons covalentes. Le premier atome de carbone possède déjà 4 liaisons covalentes. Il n'est donc relié à aucun autre atome d'hydrogène. Le deuxième atome de carbone possède 2 liaisons covalentes de représentées. Il lui manque donc 2 atomes d'hydrogène. Pareil pour le troisième atome de carbone. Le quatrième atome de carbone possède déjà 4 liaisons covalentes. Il n'est donc relié à aucun autre atome d'hydrogène. Le succinique contient 2 groupes carboxyles COOH. Il peut donc perdre 2 ions hydrogène dont les atomes d'hydrogène sont représentés en rouge à l'écran. Une espèce chimique capable de céder des protons est un acide. Ici, l'acide succinique peut céder 2 protons. C'est donc un diacide. Choisir et justifier quel est le nom de l'acide succinique en nomenclature officielle parmi les 4 propositions suivantes. Éthanoate d'éthyle, acide hexanoïque, acide butane dioïque, acide éthane dioïque. La chaîne carbonée principale de l'acide succinique comporte 4 atomes de carbone. Son nom comportera le radical butane. L'acide succinique possède 2 groupes carboxyles. Il faudra donc rajouter devant butane le terme acide et comme suffixe le terme oïque. Comme il y a 2 groupes carboxyles, nous allons rajouter di devant le suffixe oïque. L'acide succinique s'appelle également l'acide butane dioïque. Montrer que le spectre infrarouge présenté à l'écran est cohérent et peut être attribué à l'acide succinique. Reprenons la formule de l'acide succinique. L'acide succinique comporte des liaisons OH du groupe carboxyle. Ces liaisons OH sont responsables d'une absorption entre 2500 et 3200 cm-1. La bande d'absorption entourée en rouge sur le spectre est due aux liaisons OH du groupe carboxyle. L'acide succinique possède également des liaisons doubles carbone-oxygène. Les liaisons doubles carbone-oxygène du groupe carboxyle absorbent entre 1700 cm-1 et 1725 cm-1. Le spectre comporte une bande d'absorption située aux alentours de 1700 cm-1. Elle est due à la présence de liaisons doubles carbone-oxygène des groupes carboxyles. Le spectre est cohérent avec celui de l'acide succinique. Établir le diagramme de prédominance des différentes espèces acides-bases issues de l'acide succinique qui peuvent éventuellement être présentes dans la pâte. Représentons un axe des pH. Plaçons sur cet axe les pKa de l'acide succinique. Lorsque le pH est inférieur au pKa 1, c'est l'acide succinique qui prédomine. Au-delà du pKa 1, c'est la base conjuguée de l'acide succinique qui prédomine.
Elle a pour formule C4H5O4-. Au-delà du pKa2 égale à 5,63, c'est la base conjuguée de l'espèce de formule C4H5O4- qui prédomine. Elle a pour formule C4H4O4-. Une de ces espèces peut être qualifiée d'amphotère. Identifier cette espèce et justifier ce choix. L'espèce chimique de formule C4H5O4- peut capter un proton pour former l'acide succinique. Elle agit alors en tant que base. Elle peut également céder un proton H+, pour former l'espèce chimique de formule C4H4O4-. Elle agit alors en tant qu'acide. L'espèce chimique C4H5O4- peut agir en tant que base ou en tant qu'acide. C'est donc un ampholyte ou une espèce amphotère. Pour montrer l'influence de l'acide succinique sur la baisse de pH, on envisage de réaliser 50 ml d'une solution de concentration 0,031 mol par litre en acide succinique apporté, concentration à la fin de la levée de la pâte, et de mesurer son pH. La valeur du pH mesuré vaut alors 5. Déterminer la valeur de la masse d'acide succinique à prélever pour préparer par dissolution 50 ml d'une solution de concentration 0,031 mol par litre. La masse d'acide succinique à prélever est égale à la quantité d'acide succinique multipliée par la masse molaire de l'acide succinique. La quantité d'acide succinique est égale à la concentration en acide succinique apporté multiplié par le volume de solution. Le volume doit être indiqué en litres. La masse d'acide succinique est égale à 0,18 g. Écrire le protocole succinct permettant de réaliser cette solution en précisant le matériel nécessaire et les différentes étapes. À l'aide d'une spatule, d'une coupelle et d'une balance, on pèse 0,18 g d'acide succinique que l'on introduit à l'aide d'un entonnoir dans une fiole jaugée de 50 ml. On récupère les cristaux restants sur la coupelle et l'entonnoir avec un peu d'eau distillée. On ajoute de l'eau distillée dans la fiole jaugée aux 3/4. On bouche la fiole jaugée. On agite pour favoriser la dissolution de l'acide succinique. À l'aide d'eau distillée, on ajuste la fiole jaugée au trait de jauge. On bouche la fiole jaugée. On agite pour homogénéiser la solution. Expliquer pourquoi l'hypothèse d'un lien entre acidification de la pâte et production d'acide succinique semble plausible. Si on considère que l'acidification de la pâte n'est due qu'à la production de dioxyde de carbone, expérimentalement, nous trouvons que le pH chute à 5,8. Par contre, si on considère que cette acidification est due à l'acide succinique, expérimentalement, nous trouvons que le pH diminue jusqu'à la valeur de 5. La formation de dioxyde de carbone uniquement n'explique pas à lui seul la baisse de pH à 4,8. En effet, cela ne permet d'atteindre qu'un pH égal à 5,8. Alors que la formation d'acide succinique permet d'abaisser le pH à 5, valeur qui se rapproche de 4,8. L'hypothèse d'un lien entre l'acidification de la pâte et la production d'acide succinique reste donc plausible.